confiance renouvelée à la chaîne première. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Communication, qui serait une émission qui analyse l'actualité politique et économique dans notre pays ainsi que celle sociale. Vous le savez bien, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu un entretien très fructueux avec tous les miniers qui opèrent en République démocratique du Congo. Vous le savez bien, la loi, donc le code minier, a été promulgué quelques jours après cette rencontre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre? Parce que la redevance minière qui était de 2% est passée à 10%. Et puis vous le savez aussi bien que moi, le processus électoral est devenu irréversible. La Commission électorale nationale indépendante a publié l'éconogramme de ces processus pour analyser. Nous recevons dans ces studios, sur ces plateaux, voulais-je dire, M. Mukalayi Senga Sonkwe. Il est président urbain à la Fédération des entreprises du Congo dans la ville de Lubumbashi. Il est marié et père des enfants. Il est opérateur économique. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions. Monsieur Mukalayi, bonjour et bienvenue dans Grande Communication. Bonjour, monsieur Charles Ngoy. Merci, monsieur Mukalayi. Vous êtes devenu presque un habitué de cette émission Grande Communication parce que chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes toujours présent pour essayer un peu d'éclairer les zones d'ombre donc des questions qui sont posées par nos téléspectateurs. Nous vous disons encore sincèrement merci de votre disponibilité, encore une fois de plus, pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Monsieur Mukalayi Sonkwe, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé dernièrement un entretien, ou bien tête-à-tête entre le président de la République et les miniers opérant en République démocratique du Congo. La redevance minière est passée de 2 à 10% et le code minier a été aussi immédiatement après cette rencontre promulgué, quelque chose qui a provoqué un tollé du côté des opérateurs miniers. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse vis-à-vis de cet entretien que le président de la République a eu avec les opérateurs économiques opérant dans le secteur minier? Merci, M. Charles. Vous savez, les codes miniers, c'est une loi économique. Dans tout pays, on ne peut pas avoir des lois économiques statiques. Il faut avoir des lois économiques dynamiques en fonction du temps, en fonction de l'environnement et en fonction de la mondialisation. Si le gouvernement congolais a jugé bon de modifier la loi économique qui est les codes miniers, il y avait des raisons. Si on a fait passer la redevance de 2 à 10, c'est après les études qu'on a fait. On n'a pas changé parce que on n'a pas fait les études, non. On a fait les études et il y a lieu aussi de modifier. C'est ce qui est normal parce qu'on ne peut pas garder les lois économiques statiques, non. On devrait voir. Aujourd'hui, on a revu ça à la hausse. Le lendemain, on va modifier les codes miniers en baisse. Vous voyez, tout ça dépend du temps et de l'environnement. C'est tout à fait normal, mais je ne sais pas d'après vous, parce que je n'ai pas encore lu les codes miniers qu'on a modifiés dernièrement. On a appris, on a suivi, qu'on a publié, on a amendé les codes miniers, mais je n'ai pas encore en possession de ces codes miniers pour lire et savoir qu'est-ce qui a changé. Vous n'êtes pas en possession de ces codes miniers pour savoir dans le moindre détail qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est bénéfique pour la République démocratique du Congo et qu'est-ce qui est bénéfique pour les opérateurs miniers opérant dans notre pays. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Mais juste après cette rencontre, M. Mukalayi, les opérateurs économiques opérant dans le secteur minier, les miniers, voulais-je dire, se sont retirés de la Fédération des entreprises du Congo. Est-ce que vous pensez que cette situation est de nature à favoriser le climat des affaires dans notre pays? Merci. Les opérateurs miniers se sont retirés au niveau de la Chambre de commerce.
Vraiment, ce n'était pas facile, même si vous prenez le président national, il est devenu le PCA de la GECAMIN, c'est comme un fonctionnaire de l'État, et défendre aussi des privés. Il était entre le marteau et l'enclume. Mais c'est un problème au niveau des cuisines. Mais ce que moi, je voudrais, si j'aurais l'occasion de lire ce nouveau code minier, je voudrais lire si c'est pour soutenir l'économie ou bien c'est tout simplement soutenir les budgets. Parce que ce qui est important même dans les premiers codes miniers, on avait mal encadré les codes miniers. Les codes miniers, ce ne sont pas les produits. Vous savez, aujourd'hui, le secteur minier, c'est une richesse des autres. Parce que si c'était au moins la GECAMIN qui produisait et qui a alimenté les trésors publics, c'était autre chose. Aujourd'hui, ce sont des branches des sociétés internationales qui viennent s'installer et exploiter les cuivres dans notre pays. Or, ces sociétés minières ne gardent pas leurs bénéfices ici chez nous. Ils doivent rapatrier les bénéfices dans leurs lieux, dans leurs directions, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique du Sud. C'est difficile. Or, pour soutenir notre économie et notre budget, il faut que les bénéfices soient gardés dans notre pays pour constituer une réserve importante. Ce qui était important de notre côté, comme le gouvernement congolais devrait prendre en considération, c'est récupérer tous les marchés autour des miniers et donner ça aux Congolais. Si ces marchés se trouvaient aux Congolais, au moment où je vous parle, je pense avec les secteurs miniers, nous sommes au-delà de 10 ans. On devrait déjà voir la création de petites unités de production uniquement pour les Congolais. Parce qu'au moment où je vous parle, si on avait récupéré les transports des cuivres, on avait récupéré tous les marchés autour des miniers, c'était au moins 4 milliards de dollars. Si on récupérait même 3 milliards, dans 10 ans c'est 13 milliards. Or, ces 13 milliards, on devrait créer nos unités de production, même des petites unités de production à travers les pays. Mais s'il y avait 200 unités de production et chaque société produit au moins 15 000 tonnes par an, fois 200, c'est 3 millions. 3 millions fois 15, soit 5 000 dollars. On devrait avoir 15 milliards de dollars. Cet argent sera gardé dans nos banques propres, sera constitué comme une réserve qui doit garantir l'économie, qui doit stabiliser la monnaie et qui doit aussi permettre à l'État de prendre des dettes intérieures au niveau du pays. Mais aujourd'hui, tous les bénéfices sont rapatriés ailleurs. Comment nous allons, même si on change les codes miniers, on peut changer 3, 4 fois, 5 fois, mais si on ne récupère pas les marchés autour des miniers, est-ce que notre gouvernement n'est pas capable de donner les tracts? Vous voyez, vous croisez des tracts qui transportent les cuivres ici. Ce sont des tracts étrangers. Mais comme les codes miniers autorisent les miniers à garder 60% de leurs recettes à l'extérieur, même les paiements de ces transports, c'est fait de l'extérieur à l'extérieur. Supposons qu'on a besoin des mouvements de 12 000 tracts ici au Katanga pour absorber les cuivres vers l'extérieur. Maintenant, si ces transports se trouvent au milieu des autres, même les dehors dans les transports, il y a à peu près 2 milliards 160 millions de dollars qu'on paye par-ci, par-là. Vous voyez tout ça? Moi, je pense que ce qui est important, c'est tout d'abord récupérer les marchés autour des miniers. Il y a des garanties. L'État doit autoriser les banques, les banquiers à financer. Même l'État, il a une garantie souveraine d'importer quelque chose et nous allons récupérer les marchés autour des miniers. À ce qui concerne les miniers de quitter la FEC, c'est un problème, on va trouver des solutions toujours. Ce sont des enfants de la FEC, c'est une chambre de commerce, c'est tout à fait normal. On va essayer de dialoguer avec les miniers parce que la FEC, c'est leur chambre de commerce. La FEC, c'est leur lié. Et la mission de la FEC, c'est défendre les sociétés membres de la FEC. Mais s'il y avait discordance, on va toujours trouver la solution. C'est dans la cuisine. À un moment donné, je me pose la question, Président, où finalement va aboutir ces bras de fer entre les opérateurs miniers et le gouvernement congolais? Parce que je me rappelle à l'époque, on avait demandé aux mêmes miniers de laisser au pays 40% de leurs bénéfices.
ce qui n'est toujours pas fait. Il y a eu la loi sur la sous-traitance qui a été votée au niveau national et inédit au niveau provincial. Jusque-là, cette loi peine à être appliquée et la sous-traitance est toujours entre les mains des opérateurs miniers étrangers. Vous pensez que cette situation finira un jour par avoir un aboutissement erré, parce que jusque-là, les bras de fer est loin de se terminer entre le gouvernement et ses miniers? Ne pas garder 40% de leurs bénéfices dans notre pays, non. Rapatrier 40% de leurs recettes de marchandises exportées. Or, les 40% arrivent chaque jour comme des matières premières. Parce que le gouvernement congolais octroie aux sociétés minières, ce sont des matières premières, la terre pour les transformer en cuivre. Pour transformer cette terre en cuivre, il y a des procédures, il y a trop d'intervenants, il y a des acides sulfuriques, il y a l'électricité, il y a beaucoup de choses, il y a la technologie qu'on doit importer et transformer les matières premières en cuivre. Ce n'est pas les 40% des bénéfices, non. C'était tout simplement parce que les codes miniers autorisent les miniers à garder 60% de leurs recettes à l'extérieur. Ils doivent rapatrier 40%. Ces 40% amènent les matières premières. Il y a des chaux, il y a des ceci, il y a beaucoup de choses à importer. Vous savez, pour faire les cathodes, on a besoin de la chaux. Vous devez importer beaucoup de quantités. Il y a les acides sulfuriques. Ici, chez nous, il n'y a pas la fabrication des chaux, il n'y a pas la fabrication d'acides sulfuriques d'une grande quantité. La chaux est fabriquée à l'Ikassi. Mais la quantité, vous savez, il y a combien de sociétés minières ici? Et vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui, le secteur minier n'est pas la richesse, n'est pas notre richesse. Aujourd'hui, c'est la richesse des autres. Ce qui est notre richesse, c'est que nous produisons, nous transformons et nous consommons localement. Aujourd'hui, les cuivres, on exporte comme des matières premières. On ne paie même pas les TVA. La TVA est exclue à quelque chose d'exporté. Maintenant, si nous gardons les marchés et tous les marchés, les cuivres, c'est la richesse des autres. Les marchés aussi, on donne ça aux autres. Maintenant, nous allons avoir des réserves où? Moi, je pense qu'on n'a pas autorisé les miniers à rapatrier 40% de leurs bénéfices. Est-ce que combien de sociétés déjà qui commencent à faire des bénéfices? Non. Parce que dans leur entendement, si j'ai investi avec 5 millions de dollars, l'État va me donner le temps de récupérer tout d'abord les frais d'investissement, les montants que j'ai investis. Prenons aujourd'hui Tenke Fungroom, on a vendu ça à 2 milliards 500 millions. Quand est-ce qu'il va tout d'abord récupérer les fonds d'investissement qui est au-delà de 2 milliards 500 millions et il commence à payer les impôts? Ce n'est pas aujourd'hui. Mais pour faire tout ça, il y a des dépenses permanentes qu'on doit récupérer ces dépenses-là et essayer aussi de monter nos choses. Si on n'arrive pas à monter nos propres unités de production au niveau des cuivres, on ne peut pas soutenir notre économie parce que tous les bénéfices sont vraiment exportés de l'extérieur. On ne peut pas garder les bénéfices. Si vous savez, ce sont des sociétés de multinationales. Leurs capitaux se trouvent dans l'air. Là, on trouve les opportunités et diligentent leurs fonds pour aller soutenir et avoir encore des bénéfices. Moi, je ne pense pas. On commence déjà à payer les bénéfices, non? L'économie congolaise, Président, vous venez de le souligner, tant de problèmes. Nous tendons vers les élections dans quelques mois dans notre pays. On va organiser les élections générales, présidentielles, provinciales et celles nationales. Finalement, avec tout ce que nous avons comme problème sur le plan économique, pensez-vous qu'il faille d'abord organiser les élections a priori ou bien stabiliser d'abord l'économie congolaise? Il faut tout d'abord stabiliser l'économie parce que vous suivez les discours. Est-ce qu'on a déjà réuni les montants pour faire les élections? Parce que, messieurs les journalistes, les élections ne sont pas idéales. Les élections sont économiques. Est-ce qu'on a déjà réuni les moyens pour acheter les kits, pour acheter les machines à voter? Et vous avez suivi la conférence de presse du chef de l'État. Il a dit combien? Il faut 1 milliard 200 millions de dollars pour organiser les élections. Est-ce qu'on a déjà réuni ces montants pour organiser les élections? Et après tout, on devrait tout d'abord revoir notre constitution. Parce qu'on a fait 10 ans.
on devrait tout d'abord évaluer notre constitution, ce qui est bon et ce qu'on peut retenir et ce qu'on peut rejeter. Parce que ça fait 10 ans. Est-ce qu'on a évalué notre constitution? D'après moi, notre constitution a été trop politique par rapport à l'économie. Oui, il n'y a pas de changement de la peau. Parce que la mission de la constitution, c'est amener la population dans le bien-être. Est-ce qu'on vit dans le bien-être? Non. On devrait tout d'abord évaluer. Ce sont des discours, on va organiser les élections, mais vous connaissez les contraintes, vous connaissez très bien les contraintes de Nanga. Il y avait combien? Plus de 10 contraintes pour organiser les élections. Est-ce qu'on a déjà trouvé, on a déjà résolu ces contraintes pour parler des élections? Oui, lui, il doit faire les programmes, mais il faut que ces programmes soient suivis par les moyens. Est-ce qu'on a donné les moyens à Nanga pour faire tout ça? Non. Finalement, Président, vous restez toujours sur vos positions là. Pour vous, les élections doivent intervenir 5 ans après et donner la chance au président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'organiser d'abord le pays sur le plan sécuritaire. Nous avons suivi le président de la Commission électorale nationale indépendante qui est revenu sur les contraintes d'ordre budgétaire, d'ordre logistique et d'ordre sécuritaire. Nous avons suivi il y a, je crois, 2 ou 3 jours, le vice-premier ministre Henri Mova Sakani, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui revenait dans l'Ituri. Il a dit presque le même chose. Il n'y aura pas d'élection si même un coin de la République démocratique du Congo est touché par l'insécurité. Finalement, c'est une combinaison entre Nanga, c'est une combinaison entre le vice-ministre de l'Intérieur, c'est une combinaison aussi Mukala Issonko se mêle à la fête. Objectif, geler pour que Joseph Kabila Kabange se pérennise au pouvoir. Est-ce que c'est votre avis? Moi, je vous dis tantôt que les élections ne sont pas idéales. Les élections sont économiques. Maintenant, il faut des moyens. Nanga, lui, met à la disposition des financiers. Tous les programmes possibles, c'est à eux de financer. Or, il n'y a pas un financier extérieur. C'est la population qui doit cotiser, qui doit contribuer aux élections, qui doit contribuer pour organiser les élections. Est-ce que la population est capable de contribuer? Il faut voir la situation. Et mode même de gestion, moi j'avais proposé qu'on puisse même chercher un mode d'élection moins coûteux par rapport au mode d'élection que nous avons. Nous avons 46 millions d'enrôlés. Si vous donnez à chacun $100, c'est 4 milliards. Et notre billet, c'est combien? Et cet argent, nous allons le dépenser pourquoi? Or, on devrait tout d'abord organiser les élections. Vous voyez, c'est l'argent qu'on peut même financer à récupérer les marchés autour des miniers afin que nous puissions booster notre économie. On ne peut pas booster l'économie. Je vous dis que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'était une constitution politique. Il a fait son temps, la constitution a fait son temps. On devrait maintenant entrer dans une constitution plus économique pour essayer de satisfaire les besoins de la population. On ne peut pas satisfaire les besoins de la population avec les discours, non, c'est avec le travail. Si on parle du travail, c'est de l'économie. Le travail, c'est l'économie. On ne peut pas construire ces pays avec des discours. Vous venez de l'entendre, ces paroles ne viennent pas de moi, elles viennent de la bouche du président Mukala Issonko, mais malheureusement, il n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Est-ce qu'il est aussi dans cette combinaison-là pour pérenniser Joseph Kabila Kabange au pouvoir? Le président Kabila est au pouvoir, il y a en respectant la Constitution. La Constitution stipule les chefs de l'État actuel doivent faire les remises et reprises avec le président élu. Du fait qu'il n'y a pas d'élections, vous allez dire que Kabila est pérennisé au pouvoir? Non. Kabila est là, il attend les mécanismes pour le faire partir. Mais ce mécanisme doit être constitutionnel. Ce mécanisme doit suivre l'évolution en respectant la Constitution. On doit organiser les élections. Maintenant, comment arriver à organiser les élections? C'est ça qui pose le problème. Ce sont des analyses exactes qu'on fait avec vous. Je vous dis, on ne peut pas organiser les élections avec les discours. Ce qui pose des problèmes, ce ne sont pas des discours qui nous manquent, ce sont des moyens économiques qui nous manquent pour organiser les élections. On a besoin de 1,2 milliard. Quelqu'un qui n'en a, qui l'amène ça.
Le lendemain, on va organiser des élections. Qui a refusé d'organiser des élections? Kabila est là, il attend qu'on organise les élections et qui doit faire la remise et reprise avec un président élu. Il ne peut pas quitter les palais présidentiels parce qu'il a fait 2 ans. Non. Il doit attendre les présidents élus pour faire la remise et reprise. Or, pour arriver à organiser les élections, c'est ça même qui pose le problème. Et nous, comme des analystes, nous pensons qu'on doit suspendre cette constitution, qu'on adopte un mode d'élection le plus moins cher par rapport à ce mode d'élection prévu dans cette constitution qui coûte plus cher. Un budget de 4 milliards, mais les élections demandent 4 milliards pour les organiser. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas seulement la priorité, ce sont des élections, non. Il y a plusieurs priorités au niveau du pays. C'est bien dit, M. Moukalay. Plusieurs priorités en République démocratique du Congo. Il y a l'économie, il y a la santé, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les routes. Tout ça forme ce qu'on appelle l'économie. L'économie congolaise vraiment en ballottage. Vous avez suivi la campagne qui est menée par un lobby international contre le cobalt congolais. Parce que d'après ce lobby, le cobalt congolais est produit par les femmes dans le carrière à ciel ouvert. Le cobalt congolais est produit aussi par les mineurs, c'est-à-dire les enfants. Le cobalt congolais est produit aussi par la garde républicaine. Monsieur Moukalay Sonkwe, finalement, la République démocratique du Congo n'a pas vraiment des chances, des combats à l'interne, des combats à l'externe. Vous pensez que ces combats-là est de nature à favoriser encore une fois de plus l'attraction des opérateurs économiques dans notre pays? Ce que moi je crois, c'est la guerre des médias. Partout, on travaille parce qu'il y a des créateurs, c'est autorisé, même notre loi autorise qu'il y ait des coopératives qui encadrent la population dans l'extraction. Même les enfants, peut-être dans le secteur minier, il y a des joueurs maintenant. Vous prenez, il y a des enfants qui jouent le football moins de 17 ans. Ce n'est pas un mineur. Si vous allez dans les fermes, il y a des enfants qui récoltent les raisins, qui récoltent les cafés. Ce ne sont pas un joueur de 17 ans, n'est pas un mineur. Ce n'est pas un travail qu'il est en train de faire. C'est seulement si cet enfant est dans les mines qu'il est devenu enfant. Même dans le football, parce qu'il y a la production de l'argent. Dans le secteur minier, il y a la production de l'argent. Dans les fermes, allez visiter même les fermes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, il y a des enfants qui récoltent les raisins. Même il y a des enfants. On fait travailler les enfants. Mais la mission de ces enfants-là, c'est avoir de l'argent. Maintenant, si les mêmes enfants travaillent dans le secteur minier, ce sont il faut décrier. Maintenant, les mêmes enfants jouent le football. Il y a des enfants qui commencent à jouer le football, même les matchs internationaux, à 16 ans, à 17 ans. Ce n'est pas un mineur. Peut-être que ça dépend du pays, parce que si chez nous au Congo, c'est à partir de 18 ans que tu deviens majeur. 17 ans, vous êtes mineur. Mais ailleurs, il y a des enfants qui jouent le football à 15 ans, qui jouent le football à 16 ans, à 17 ans, ce ne sont pas des mineurs. Maintenant, si ces mêmes enfants cherchent à faire les activités minières, il est interdit à cet enfant de faire les activités minières. Est-ce que c'est normal ça? Ce qui est important, c'est tout simplement l'organisation. C'est le travail. L'État doit organiser. La mission de l'État, c'est encadrer les enfants au travail. C'est tout. Mais de crier les enfants, non, partout il y a des enfants qui travaillent. Ce sont des guerres de médias. Je ne pense pas que c'est exact ou c'est juste ce qu'on est en train de décrire, non. C'est la deuxième fois, M. Moukalay, que cette histoire revient. Vous vous rappelez, à l'Est, il y a eu ce qu'on appelle les coltans du sang à l'Est, parce que c'était une zone opérationnelle. Mais cette guerre-là vient faire quoi ici et chez nous en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans les deux provinces, les Haut-Katanga et les Lualaba. Il y a eu même une campagne qui a été initiée par le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Mangansemans. Ne touche pas à mon cobalt, malheureusement. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne sera même pas entendu, parce que ceux qui sont forts, ce sont ceux-là qui fixent les prix d'achat de nos matières premières. Monsieur Moukalay Sonkwe, vous avez parlé de la modification de la Constitution au-delà des 10 ans
et commence à montrer ses limites, et vous êtes pour qu'on arrive quand même à modifier cette constitution, mais par des mécanismes constitutionnels. Joseph Kabila Kabange a fait 16 ans au pouvoir. La même constitution l'a fait élire 2 fois, en 2006 et en 2011. Il a fait le premier mandat et le deuxième mandat. Il est en train de partir, espérons-le, avec la volonté de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce que vous pouvez retenir, M. Mukala Sonkwe, de 16 ans au pouvoir de Joseph Kabila Kabange? Un bilan positif ou négatif? Politiquement, c'est positif, comme la Constitution elle-même était politique. Vous savez, le président Kabila a réussi à unifier ce pays. Il a hérité des pays en guerre, par-ci, par-là. Il a unifié ces pays. Il a mis l'unité de ces pays. Vous devez savoir aussi que le président Kabila a trouvé 5 tendances politiques dans ces pays. Il y a la tendance politique de Kasavubu, il y a tendance politique de Lumumba, il y a tendance politique de Mobutu, il y a tendance politique de Tshisekedi, il y a tendance politique de Laurent Désiré Kabila. Vous voyez, ces 5 tendances politiques, c'était considéré comme des partis politiques parce qu'il y avait ces mouvements-là. Maintenant, les mettre ensemble, les sensibiliser, ça a demandé beaucoup de temps. Et vous voyez même aujourd'hui, on n'a pas maîtrisé convenablement ces 5 tendances politiques. Maintenant, c'est éclaté en 1200 partis politiques. Oui, les 1200 partis politiques qu'on observe ici au Congo viennent de ces 5 tendances politiques. Tendance de Kasavubu, tendance de Lumumba, tendance de Mobutu, tendance de Tshisekedi et tendance de Laurent Désiré Kabila. Vous voyez, ce n'était pas facile. C'est la raison pour laquelle on sait très bien, si nous poursuivons, ça fait maintenant à peu près 12 ans qu'on est en train d'observer ce mouvement-là et on ne peut pas construire ces pays avec 1200 partis politiques. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'on puisse changer cette constitution politique à une constitution économique. Parce qu'on diminue aussi les partis politiques. De par la dénomination de ces pays, la République démocratique du Congo, on devrait tout simplement avoir des partis politiques, la République et les démocrates. Les républicains et les démocrates, c'est tout. Parce que c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces 5 tendances politiques s'est éclatées en 1200 partis politiques. Comment on va gérer ces pays? C'est la raison pour laquelle il avait proposé qu'on puisse déclarer un état d'urgence économique dans ces pays pour qu'on puisse séparer l'économie de la politique, qu'on puisse suspendre certaines lois économiques, qu'on puisse décharger l'État des charges qui dépassent la capacité financière des contribuables et à faire appel aux technocrates pour relever l'économie, parce que le temps de la politique, ça suffit, c'est 10 ans qu'on a fait avec cette constitution politiquement. Maintenant, aujourd'hui, avant d'organiser les élections, nous devons avoir une autre constitution plus économique que politique, parce que d'après les définitions, la politique c'est une branche de l'économie, parce que la politique c'est l'idéal, l'économie c'est une réalité. Or, pour satisfaire les besoins de la population, il faut l'économie pour atteindre la réalité. L'unification de la République démocratique du Congo, l'utilisation de la même monnaie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le passage de 1+4 via l'organisation des élections pour avoir un seul président, tout cela est à mettre à l'actif de Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est M. Mukala Sonkwe. Mais M. Mukala Sonkwe, revenons toujours à nos moutons. M. Joseph Kabila Kabange, dernièrement, chez Antoine Gizenga, un repositionnement vis-à-vis de ses anciens partenaires qui cherchent à les quitter, ou qu'est-ce qu'il y a au juste? Je n'ai pas suivi, parce que je sais très bien que c'est depuis 2006 que Palou marche ensemble avec PPRD. Je ne sais pas, mais je n'ai pas suivi. Peut-être pour aller lui rendre visite, c'est tout à fait normal, parce que Gizenga c'est un patriarche. Je vous avais dit, ici au Congo, il y avait seulement 3 opposants. Il y avait Etienne Tshisekedi Mulumba, il y avait Antoine Gizenga, et il y avait aussi Kengo Ndondo. Vous avez oublié un autre Antoine. Quel Antoine?
Il y a un autre Antoine que vous connaissez bien. Non, moi je vous dis parce que c'est ça même l'éclatement. Ok, allez-y. Si, je ne sais pas, il y a plusieurs Antoine, c'est quel Antoine? Je ne sais pas aussi, mais vous connaissez, il y a un autre Antoine qui est dans la politique. Peut-être je connais un autre nom en dehors de ça. C'est lequel? Non, je ne connais pas, c'est à vous. C'est dommage. Allez-y, président. C'est ça. Vous savez, il a les droits, le président de la République a le droit d'aller rendre visite au patriarche Kizenga. Mais ce n'est pas seulement Kizenga. Kabila rendait même visite à M. Tshisekedi, comme des opposants. Il travaille avec Tengo Ndondo. Il a mis tout le monde ensemble. Vous voyez, c'est combien de tendances? Il y a tendance Tshisekedi, il y a tendance Mobutu, il y a tendance Lumumba. Vous voyez, Kabila est arrivé à les mettre ensemble. Vous voyez, c'est tout à fait normal qu'il rende visite au patriarche Kizenga. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas interdit à un président de la République d'aller saluer, d'aller visiter un patriarche. Ce n'est pas interdit. Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Toujours dans le cadre de l'organisation des élections dans notre pays, ça sera en décembre, le 23 décembre 2018, cette année. En Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, il y a eu un conclave qui a été organisé. À l'issue de ces conclaves, dans le communiqué final qui est revenu dans le projet des sociétés qui sera présenté peut-être dans les jours qui viennent à la population, on nous apprend qu'on va mobiliser 100 milliards de dollars pour booster l'économie congolaise et créer 3,5 millions d'emplois. Un projet des sociétés très ambitieux. Monsieur Moukalai, est-ce que c'est pour des raisons des élections ou bien c'est un rêve? Mais je ne sais pas sa position comme rêve, comme une campagne électorale, je ne sais pas. Mais ce qui est important, oui, le peuple congolais a besoin de cet argent. On a besoin de ces Vous êtes économiste, comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser les 100 millions? Je ne sais pas, il a peut-être gardé ça quelque part. Mais pour arriver à mener ces montants-là, il y a tout d'abord les préalables. Il faut qu'il y ait l'organisation des élections. Or, ce qui nous complique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de dollars pour organiser les élections. Ce qui est important, qu'il amène tout d'abord, c'est 1,2 milliard, qu'il garde tout d'abord ces 100 milliards ailleurs. Vous savez, j'ai eu la chance de lire un livre, c'était La prophétie de Napoléon Ier en 1816 sur la Chine. Il a prophétisé en disant que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Il y a Alain Péréphyte qui a développé ses pensées. Il a parlé de la politique des petits pas. Vous voyez, marcher à petits pas, c'est trop lent, mais c'est assurant que la politique des grands pas. La politique des grands pas, c'est courir. Vite, tu peux tomber et tu te casses la jambe. Vous savez, les problèmes des promesses, on en a marre. Et en Afrique du Sud, on a couru vite. Oui, on a couru vite parce qu'un pays qui n'a jamais atteint 12 milliards et vous pensez réaliser 100 milliards et organiser 3 500 000 emplois. Mais il avait détruit combien d'emplois ici? Il a détruit plus de 10 millions d'emplois. Les enfants qui exploitaient les cuivres et les créseurs, il a détruit. Les mamans qui vendaient les légumes, il a détruit. Les enfants, les gens qui organisaient les briques pour vendre, il a détruit. Dans tous les restaurants, il y avait des aquariums qui vendaient les tilapias de sa ferme. Mais tu as détruit 10 millions d'emplois, mais tu veux réhabiliter 3 500 000. Prenons même 3 500 000. Parce que les 100 milliards, ce n'est pas l'argent qui va ramasser comme ça, c'est l'argent qui va venir aux contribuables. Prenons 3 500 000 emplois qu'il va créer. Si chacun donne à l'État 3 000 dollars, c'est 10 milliards, 500 millions de dollars. Est-ce que c'est 100 milliards? Moi, je pense qu'il faut éviter la politique des grands pas. C'est ce que Jean de La Fontaine avait parlé dans sa sagesse. La grenouille qui veut se faire aussi gros que les bœufs. La finalité des grenouilles, c'était quoi? La grenouille s'est écrasée. Comme ça, il n'est pas arrivé au bout. On avait eu la promesse ici. Au moment où on gérait la province,
du Katanga, il y avait la promesse de transformer la ville de Lubumbashi en ville de Johannesburg. Or, la ville de Johannesburg a plus de 100 ans en construction. Maintenant, il faut combien de budget? Ce n'était pas 100 milliards. Il devrait mettre à la disposition de cette ville 100 000 milliards pour atteindre Johannesburg dans 5 ans. Mais cette promesse reste pendante. Maintenant, il y a deuxième promesse qui a réduit même les chiffres de 100 000 milliards à 100 milliards de dollars. Moi, je pense que la politique des promesses, la politique de la grenouille n'arrive jamais au bout. Et vous savez, l'ingratitude ne paye jamais. C'est à partir de cette promesse de transformer la ville de Lubumbashi en ville de Johannesburg qu'il a senti qu'il n'est pas capable de les transformer, qu'il a développé l'ingratitude en incitant celui qui lui avait donné les pouvoirs comme un mauvais. Vous savez, prenons même Adam avec Dieu. En développant l'ingratitude, Adam a été jeté dehors. Et est-ce que Adam est rentré encore dans le paradis? Non, Adam est parti pour de bon, mais heureusement, Dieu lui-même avait envoyé des messagers qui est Jésus pour venir corriger pour venir corriger sur terre et amener encore la population dans la bonne voie pour retourner à Dieu. Maintenant, Joseph avait tout donné ici au Katanga. En échouant, ils se sont contournés contre Joseph comme mauvais. Parce qu'il n'a pas réalisé la promesse qu'il avait donnée à la population. On a laissé ici des potoirs, on a laissé ici des pots, des moustiques, on a laissé, vous voyez, on a laissé des dangers publics dans cette ville. Est-ce qu'on a construit, comme j'ai déjà visité Johannesburg, j'ai déjà visité à maintes reprises, je connais comment on a construit les Johannesburg, mais la façon qu'on a construit les routes ici à Lubumbashi, c'est ça le Johannesburg, où on trouve des moustiques, où c'est comme des dangers publics. À moindre pépin avec les véhicules, vous tombez dans les terrasses. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut éviter l'ingratitude. L'ingratitude ne paye jamais dans la vie. Il faut, je pense, ce manque de patience. Il y a un proverbe chinois, toujours dans les mêmes livres. Il parle, avec de la patience, l'effet des milliers devient robe de satin. Être pressé. Or, la patience, ce sont des petits pas. C'est la politique des petits pas. Mais, pressé, c'est la politique des grands pas. De 10 milliards à 100 milliards. C'est l'utopie. Ce n'est pas une réalité. C'est de l'utopie, ce n'est pas une réalité, c'est votre façon de voir les choses. Et s'il avait ses partenaires qui ont déjà disponibilisé cet argent, vous demandez à ce qu'ils puissent d'abord amener 1,2 milliard pour qu'on organise les élections. Ce n'est pas à un autre candidat d'aider le gouvernement à organiser les élections. C'est une mission régalienne, M. Mukala. Je ne sais pas si vous avez oublié ça, qui revient à l'État congolais. C'est une charge de l'État congolais. Et il n'est pas question qu'un individu puisse sortir son argent dans sa poche pour organiser ces élections. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, M. Mukala. Moi, je pense qu'il est important et qu'il puisse aussi réaliser son projet. Ces projets, c'est 500 pages, je crois. J'ai vu quelqu'un qui parlait de 500 pages. Il faut tout d'abord passer. Ça va se matérialiser. Il faut qu'il y ait passation avec l'ancien président de la République. On ne peut pas venir avec ça, il faut commencer à vulgariser ça. Maintenant, il faut tout d'abord commencer par les préliminaires. Les préliminaires, c'est quoi? C'est organiser les élections. Or, ce qui bloque les élections, ce ne sont pas des discours, je vous avais dit. Ce sont des moyens. Comme il a déjà des moyens, qu'ils viennent donner ces moyens-là. Vous savez, dans la politique comme dans la religion, il y a 3 courants. Il y a les courants sociologiques, il y a aussi les courants culturels, il y a aussi les courants idéologiques. Qui suit l'idéologie? Maintenant, quelle est la possibilité de convaincre les autres courants sociologiques pour parvenir à voter quelqu'un? Ce n'est pas facile, messieurs les journalistes. Il faut tout d'abord compter sur la démographie sociologique de votre communauté. Maintenant, comment venir
comment être sûr d'être élu et tout ça. Je vous dis que la politique des grands pas ne paie jamais. Il est parti. Moi, je vous ai donné un jour, je me souviens, j'ai fait ça toujours aussi, de l'émission que j'avais donné un passage biblique sur Jonas. Jonas, il avait accepté de se jeter dans l'eau. Maintenant, il se trouve à Ninive. Maintenant, si Jonas avait refusé de se jeter dans l'eau, il devrait être où? À Tarsis ou à Tikrit. Maintenant, quitter Tikrit pour venir à Ninive, est-ce que c'est facile? Maintenant, il parle. Ce sont des discours en dehors du pays. Est-ce que c'est normal? Même les pays qui autorisent quelqu'un à venir critiquer son pays, ça ce n'est pas ça. Même la politique que la Belgique avait utilisée, heureusement, la Belgique s'est saisie, ce dernier l'a refusé, et vous ne pouvez pas organiser ces histoires dans mon pays. Allez dans votre pays. Moi, je pense, c'est les cris d'alarme. C'est les cris d'alarme d'un Congolais. Je ne sais pas si c'est Congolais parce que si vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est un club de couleurs. Est-ce qu'on peut dire Congolais, on peut dire quoi? Mais ce qui est important, si vous vous inventez, tous ceux qui font des histoires là, c'est un club de couleurs. Ce n'est pas un parti. S'il s'agit d'un parti politique congolais, ils doivent venir ici et faire cette réunion ici. C'est tout à fait normal. On a besoin d'un concours de tous les Congolais. Mais ce que vous voyez, si vous faites les analyses, ou vous suivez les intervenants, ce sont des clubs de couleurs. Qui va accepter les couleurs? C'est impossible, messieurs les journalistes. Voilà, messieurs et dames, ça n'est complètement terminé pour ce énième numéro des grandes communications. Mais avant de nous séparer avec notre invité, M. Mukalayi, nous vous disons sincèrement merci de votre disponibilité. Vous avez une question que vous auriez voulu qu'on vous pose et qu'on n'a pas posée. Sinon, quel est votre dernier mot? Nous sommes tous conscients que la constitution politique a échoué. La constitution politique a fait son temps. Le pays politiquement est stable. On a unifié les pays. C'est quelques parties du pays. Et si vous voyez, ce sont des gens qui cherchent les matières premières, qui prennent les minéraux pour aller vendre ailleurs, qui créent des désordres à la périphérie des pays. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est changer notre constitution à une constitution économique pour permettre aussi de booster l'économie. Parce que l'économie n'a pas besoin de discours contraires à ce qui va se passer. Je crois que ce qui est important dans notre pays, c'est de récupérer tous les marchés autour des miniers. Ce marché autour des miniers, ce marché va créer un fonds pour relier toutes les provinces au port de bananes. Parce que notre sali dans l'économie, notre sali de stabilisation de notre économie, c'est tout simplement relier toutes les provinces au port de bananes pour permettre au pays de stabiliser la monnaie, de stabiliser l'économie. Parce qu'en reliant toutes les provinces au port de bananes, il y a lieu de créer 50 millions d'emplois. 50 millions d'emplois, si chacun donne $1000 au pays, c'est à peu près 50 milliards de dollars par an. Autrement dit, on ne peut pas avancer. Nous devons récupérer les marchés autour des manières, que ce soit les transports, que ce soit les restaurants, et créer des réserves. Et ces réserves vont nous permettre de relier toutes les provinces au port de bananes. Même la SNCC doit être liée au port de bananes à partir de Onatra. Onatra doit prolonger ses rails jusqu'à Ilebo, et à partir de Ilebo, on va mettre les ponts qui vont relier la SNCC à Banane. Tout ça, on va récupérer notre... Parce que de par sa position géographique, le Katanga est décapitalisé de 10 milliards de dollars par an. Parce que nous finançons tous les mouvements, les sorties de nos marchandises. Nous finançons l'entrée de nos marchandises. Nous finançons et nous faisons les formalités dans d'autres ports. Voilà le monde. Voilà, il s'appelle Mukalayi Senga Sonkwe. Il est licencié en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, détenteur d'un diplôme de licence. Il est marié et père des enfants. Il est président urbain de la Fédération des entreprises du Congo FEC Katanga, section Lubumbashi. Il est aussi
opérateur économique et en même temps analyste indépendant. C'est lui qui était notre invité ce soir dans Grande Communication. Mesdames et messieurs, ça n'est complètement terminé pour ce énième numéro de Grande Communication. Nous vous disons sincèrement merci, mais nous serons vraiment très ravis de vous avoir comme invité très prochainement sur le même plateau dans Grande Communication. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur la chaîne première, la One Tanché, pour la suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.